webinaire. Et cet atelier a été plus particulièrement co-organisé avec l'Association des communes forestières que je remercie. Donc, ces webinaires, initialement, devaient se dérouler, pour rappel, en présentiel dans le cadre des assises bidépartementales de la forêt et du bois, qui, compte tenu du contexte sanitaire, n'a pas pu avoir lieu, mais on a quand même tenu à maintenir ce lien avec vous à travers ces 3 webinaires. Donc, pour rappel, le premier s'est déroulé le 7 octobre et porté sur la gestion forestière, plus particulièrement sur connaître et agir dans un contexte de changement climatique. Et le deuxième webinaire qui s'est déroulé le 12 octobre portait sur la nouvelle réglementation environnementale. Donc, les présentations ont été envoyées à toutes les personnes qui étaient inscrites. Si toutefois vous n'avez pas pu y participer et que certains souhaitent le recevoir, n'hésitez pas à nous solliciter. On peut encore vous faire passer soit les présentations, soit les enregistrements qui ont eu lieu ces deux journées-là. Et le troisième webinaire donc, porte sur l'intégration du bois local dans les constructions ou la rénovation des bâtiments publics. Donc, un tout petit rappel pour que ce webinaire se déroule bien sur les modalités de déroulement. Héloïse, voilà, merci. Donc, juste pensez à bien éteindre vos micros, mais je crois que tout le monde a bien l'habitude maintenant. Pensez également, vous pouvez couper votre caméra si vous le souhaitez pour économiser de la bande passante, sans problème. Et puis, si vous souhaitez intervenir, poser des questions, n'hésitez pas à utiliser l'espace de discussion. Donc, vous avez le petit logo. Et si vous souhaitez intervenir directement, vous pouvez lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Voilà. Alors, je vérifie juste. Je vérifie juste l'enregistrement. Voilà, ça a l'air de marcher. Donc ensuite, ce webinaire, peut-être la diapo suivante. Ce webinaire vise surtout à vous apporter des clés de compréhension sur la construction bois. Donc tout d'abord, rappeler un peu les atouts de la construction de la rénovation en bois et plus concrètement, comment utiliser du bois de la région dans ces travaux-là. Donc, c'est ce que l'on va vous expliquer tout au long de cette heure et demie. Comment intégrer le bois local dans la commande publique, être conforme au marché public, où trouver les entreprises qui peuvent répondre à la commande. Existe-t-il des aides financières pour aider à concrétiser les projets? Et tous ces éléments, donc, c'est Héloïse Allec, chargée de mission bois construction au sein de l'Association des communes forestières, qui va tenter d'y répondre. Et je la remercie particulièrement pour le travail qu'elle a effectué. Puis, on aura un retour d'expérience de la part de Monsieur Bélier, maire de Château-Double, qui, j'ai vu, était présent et je le remercie, qui va nous présenter son projet au niveau de l'extension, de la rénovation et de l'extension de la bibliothèque et de la salle des fêtes de la commune. On devait également avoir l'intervention de Monsieur le maire d'Issa Moulin, qui malheureusement a eu un contretemps, donc ne pourra pas intervenir pour présenter son projet de salle communale, culturelle et associative. Mais du coup, Héloïse Allais, qui a beaucoup suivi le projet, pourra partager ce projet-là et comment ça s'est passé dans le cadre de la mise en place de bois local sur ce projet. Voilà. Je pense que les dernières personnes ont pu nous rejoindre. Donc, je vais laisser la parole à Héloïse Allec pour son intervention. Donc, bonjour à tous. Donc, Héloïse Allec, donc, chargée de mission bois construction pour les communes forestières, comme Madame Cotier vient de vous l'expliquer. Donc, je pense que je vais juste commencer par vous présenter un peu notre association et ce qu'elle fait si vous ne la connaissez pas encore. Donc, les communes forestières, c'est
une association qui a pour adhérents toutes les collectivités et nos actions, elles sont dirigées pour sensibiliser, former et accompagner les collectivités dans toutes les thématiques qui vont être liées à la filière forêt-bois. Donc, on va avoir des thématiques très en amont sur le foncier forestier, sur la mobilisation du bois en forêt. Et puis, on va vraiment dérouler toute la filière jusqu'aux questions du bois énergie, du bois construction. Donc, voilà, on va traiter de toutes ces problématiques-là. Et comment nous, on s'organise à l'échelle territoriale? On a des associations départementales. Donc, il en existe une sur la Drôme et une sur l'Ardèche. Et puis, on a une entité régionale. Donc, l'idée, l'articulation entre les deux, c'est vraiment que les chargés de mission départementaux sont vraiment au contact des territoires, donc sont vraiment le lien direct sur toutes les thématiques avec les élus. Et l'échelon régional, dont moi je fais partie, c'est vraiment, on est des salariés plus spécialisés sur des thématiques, donc par exemple comme moi, bois construction, pour venir en appui des chargés de mission départementaux. Et ensuite, on a un réseau national où l'objectif, c'est de faire remonter aussi tout ce qui se passe dans les territoires pour pouvoir défendre ça au niveau national et puis dans la traduction des politiques, on va dire, plus globales. Voilà pour faire un rapide point de, de qui je suis et d'où je viens. Je pense que Oui. Héloïse, peut-être avant de continuer, est-ce que tu peux activer ta caméra pour que les personnes puissent te voir aussi? Ça permettra de mettre un visage sur les explications que tu viens de donner. Oui, alors par contre, je ne suis pas sûre que ça marche. Enfin, en fait, on me dit que je ne peux pas faire la vidéo et le partage. Alors, je vais essayer d'arrêter mon partage, activer la vidéo et relancer le partage. Merci. Hop. Ah non, je pense que je ne peux pas faire les deux en même temps, en fait. Parce que là, je pense que ça a recoupé ma caméra. Donc, je pense qu'on ne pourra pas avoir les deux. Bon, on va rester sur le diaporama, merci. Voilà, mais je la couperai le temps des questions s'il y a besoin, comme ça, ça sera peut-être plus direct et plus sympathique comme échange. Dans le déroulé, donc vous avez là l'ordre du jour, je pense, sous les yeux. L'idée, c'est qu'à la fin de chacune des parties, il y a un petit temps d'échange. Voilà, si vous avez des questions, on essaiera de rapidement prendre une ou deux questions, et puis après, on avance. On fait le déroulé normal et puis à la fin, il y aura un temps d'échange un peu plus long voilà, pour répondre s'il y a des questions au global. Alors, la première chose dont je pense que c'est intéressant de parler, c'est pourquoi aujourd'hui, on va utiliser du bois local et du bois dans les constructions. Donc, si on regarde juste au niveau technique et surtout quels sont les atouts du bois aujourd'hui, donc juste du bois, pourquoi on va utiliser du bois? Donc, là, j'ai retenu quatre grands atouts principaux qui font vraiment du bois un matériau qui va être intéressant techniquement à utiliser dans les différents projets. Donc, la première chose à retenir, c'est que c'est un matériau qui est très léger par rapport à une construction béton, une construction métallique. On est vraiment sur un matériau qui est léger. Et alors, pourquoi c'est un atout? C'est que ça permet aujourd'hui de réduire vraiment les fondations et de construire sur des terrains qui vont être de moins bonne qualité. Là où une construction béton va demander des fondations plus lourdes et plus profondes, avec la construction bois, on peut alléger les fondations et du coup avoir des coûts financiers qui vont être moins importants. On entend aujourd'hui que construire en bois, c'est plus cher. Alors, si le lot spécifique bois peut être plus cher qu'un lot gros œuvre, il y a quand même une réduction des autres lots et notamment du lot fondation qui peuvent permettre de compenser au moins en partie l'utilisation du matériau bois. Ensuite, c'est un matériau qui est très intéressant et notamment dans les dynamiques des villes sur la réalisation d'extensions et de surélévation quand on est très contraint au niveau foncier. Faire des surélévations, c'est une solution qui est aujourd'hui très adéquate, pertinente. Mais par contre, pareil, si on fait des fondations, si on fait une surélévation en béton, on va avoir une surcharge importante. Donc, on préfère la solution bois qui va permettre de réaliser des surélévations de 1 voire 2 niveaux sans avoir de gros impacts sur le reste du bâti.
Ensuite, un autre atout de la construction bois, c'est que c'est des chantiers qui sont dits rapides pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'on est en filière sèche, c'est-à-dire que contrairement au béton où on va couler des éléments sur place et avoir un temps de séchage, pour le bois, c'est un chantier qui va pouvoir se dérouler en continu. On réceptionne le bois, on le monte, on l'assemble, et puis voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un temps de séchage qui bloque, du moins en partie, le travail sur site. Le deuxième aspect, c'est qu'aujourd'hui, la filière, elle se structure pour faire beaucoup de préfabrication en atelier. Donc, notamment quand on est en ossature bois, on peut avoir des murs ossature bois, donc avec le squelette qui va être en bois et qui arrive sur chantier avec le squelette plus l'isolant, le pare-pluie, le pare-vapeur, et même des fois, on va avoir le revêtement extérieur, le bardage par exemple, qui va être déjà sur place avec les menuiseries. Donc, on est sur de la réduction du temps de chantier qui peut être très intéressante. Pour vous donner un exemple qui est un exemple assez extrême, à Vancouver, donc au Canada, il y a une résidence universitaire qui s'est construite en 2019. Donc, c'est un chantier où il y a 18 niveaux, 50 mètres de hauteur, 15 000 mètres carrés de superficie. Donc, on est sur du très, très gros chantier. Pour monter le locle couvert, donc qui était tout en bois, ils ont mis 9 semaines. C'est-à-dire qu'ils avaient la capacité de monter 2 niveaux par semaine. Là où le béton aurait mis aux alentours de 5 mois pour réaliser le même bâtiment. Donc, on est vraiment sur, il y a une capacité de réponse très intéressante sur un chantier bois. Ensuite, un autre point, c'est que c'est des chantiers dits propres. Donc, il y a peu de déchets et peu de nuisances sonores. Et ça peut être très intéressant quand on est sur de la réhabilitation ou des extensions et qu'on travaille, qu'on fait les travaux en site occupé. Et enfin, en sortant un peu de la problématique du chantier, c'est un matériau qui est dit sain. Il y a 2 atouts assez intéressants. Le premier, ça permet une régulation de l'humidité et on a une hygrométrie constante. Ça, comment ça se traduit? Il y a plusieurs tests qui ont été faits. Et en gros, si on est dans une pièce où il y a en mur ossature bois, par exemple, et une pièce en béton, eh ben, les utilisateurs, de façon générale, ils vont moins chauffer et avoir plus de confort dans un bâtiment bois que dans un bâtiment béton. Et le dernier point, aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est la qualité de l'air ambiant. Et du coup, il faut savoir que le bois, c'est un matériau qui est très peu émissif en termes de composés organiques volatiles. Et du coup, on a une qualité de l'air qui va être maintenue par rapport à des revêtements où on va avoir plus de peinture ou plus d'émissions de composés organiques volatiles. Donc ça, c'est vraiment les atouts du bois de façon générale. Et aujourd'hui, on pousse la réflexion pour aller vers plus de bois local. Et pourquoi, en fait, les élus ou les collectivités et aussi un peu les privés vont vers plus de bois local? Alors ça, c'est une réflexion qui a émergé il y a plusieurs années, en tout cas que nous, en commune forestière, on a beaucoup travaillé il y a plusieurs années. Parce que nos élus, ils sont venus nous voir en nous disant aujourd'hui, on a des gros problèmes de mobilisation de la ressource locale. On a du mal à valoriser nos essences forestières et on a du mal notamment dans les territoires ruraux, dans les territoires de montagne où il y a plus de difficultés d'exploitabilité à mobiliser nos bois. Il faut savoir que ça, c'est une problématique qui est très importante aujourd'hui. On a besoin de mobiliser du bois pour assurer une gestion durable des forêts, pour participer à la gestion des risques naturels. Si on laisse des peuplements sénescents, donc les arbres, ils perdent de leur résistance mécanique sur pied. Et si on a des risques de chute de blocs, par exemple, la forêt ne remplit plus son rôle de protection. Donc, il y a un vrai besoin de gestion de la forêt aujourd'hui sur ces terrains-là. Et il y a un vrai besoin, du coup, de mobiliser. Si je vous donne un exemple, aujourd'hui, sur la Drôme et sur l'Ardèche, on augmente la surface forestière, c'est vrai pour partout en France. Sur la Drôme, aujourd'hui, on récolte à peu près 30% de ce qu'on appelle l'accroissement annuel, de ce que la forêt grandit par an. Et sur l'Ardèche, on est plutôt de l'ordre de 15-20% maximum. Ça, qu'est-ce que ça implique? Alors, j'ai que les chiffres sur la Drôme, vous m'excuserez, mais en fait, sur la Drôme, par exemple, on considère que la forêt, elle grandit de 2000 hectares par an. Et ça crée des véritables problématiques parce que il y a de la perte d'autres terrains, la forêt gagne, il y a de la fermeture de milieux, potentiellement de la perte de biodiversité. Donc, il y a une vraie problématique aujourd'hui en France, en tout cas,
de mobilisation des bois. L'élu, il a aussi un rôle d'aménageur plus global du territoire et du coup, notamment encore en milieu rural, en milieu montagnard, il y a une vraie problématique d'assurer un tissu économique local avec des petites entités, donc des scieries locales, des petits charpentiers qui vont pouvoir voilà, créer une dynamique sur un territoire et en tout cas maintenir des savoir-faire sur un territoire. Donc ça, c'est un enjeu qui est important pour les élus avec lesquels on avait travaillé. Et ça se traduit par plein de choses. Ça passe par la structuration de la filière locale pour qu'elle reste compétitive et qu'elle assure son avenir. Et ça passe aussi par, du coup, maximiser les retombées économiques locales sur un territoire. Et enfin, aujourd'hui, il y a un autre aspect qui est de plus en plus important, qui prend de plus en plus de place. C'est tout ce qui est lié à la transition écologique et la lutte contre le réchauffement climatique. En fait, en regardant tous ces enjeux-là, les élus qui ont eu ces réflexions nous ont posé la question et se sont dit comment nous, en tant qu'élus, on peut travailler sur tous ces enjeux et quel est notre levier d'action. Et le levier d'action qu'ils ont identifié, c'est les élus sont aussi maîtrises d'ouvrage de bâtiments et par ce biais-là, ils peuvent demander l'utilisation de bois local dans leur marché et s'ils arrivent à faire travailler des entreprises locales qui utilisent du bois local, finalement, c'est un cercle qui va être assez vertueux et qui va permettre de répondre au moins en partie à tous ces enjeux-là. Si on parle en termes de chiffres, tous ces enjeux-là, qu'est-ce que ça représente et comment la construction en bois local, elle y répond? Donc là, je vous ai mis 4 grands chiffres. Le premier, c'est quand on met 1000 m3 de bois local dans un bâtiment, ça représente 21 emplois non délocalisables assurés pendant un an. Donc, il y a un vrai levier d'action sur l'attractivité du territoire et sur le maintien des emplois locaux. Le deuxième point important, c'est toujours avec 1000 m3 de bois local mis en œuvre, on va exploiter environ 4500 m3 de bois en forêt. Et donc là, ça répond vraiment à l'enjeu mobilisation du bois. Dans ce ratio, comment on passe de 4500 à 1000 Dans les 4500, effectivement, il y aura 1000 m3 de bois construction, mais il y aura aussi une part de bois énergie et de bois industrie. Le troisième point qui est présenté sur cette diapositive et qui est assez important, c'est ce qu'on appelle les retombées territoriales. Donc, l'idée, c'est de dire, si j'investis une somme d'argent, 100 € dans mon bâtiment et en mettant en œuvre de la construction bois, quelles sont les retombées territoriales? Quelle est la somme qui va être directement, qui va rester sur mon territoire et qui va être injectée dans l'économie locale? Si on est avec une entreprise locale qui utilise du bois local, cet indicateur, il est autour de 75 €. Pour 100 €, on a 75 € qui est directement réinjecté dans le territoire. Si on est une entreprise locale qui utilise du bois d'importation, on est autour de 30-35%. Donc, il faut voir que voilà, il y a un véritable enjeu à utiliser du bois local transformé par des entreprises locales pour, on va dire, la dynamique et l'attractivité des territoires. Et enfin, le dernier, je pense que celui-là, vous le connaissez, vous en avez déjà beaucoup entendu parler. 1 m3 de bois utilisé sur un chantier, c'est 1 tonne de CO2 qui va être stocké de façon durable. Et cet indicateur-là, il est d'autant plus pertinent et intéressant quand on utilise du bois local et que, de fait, on réduit les transports. Voilà, donc je vous ai présenté ces différents aspects. C'est la fin de la première partie. Donc, je ne sais pas s'il y a déjà quelques questions ou pas, ou si j'avance. Alors, il n'y a pas de questions pour l'instant dans l'espace de discussion. Moi, j'avais juste une petite question par rapport à ta présentation. Par rapport à tous ces atouts, est-ce que les bois locaux ou régionaux peuvent répondre à tous ces atouts-là? Alors oui, il faut savoir que il y a eu une grosse idée reçue pendant longtemps que les bois de nos régions, ils étaient bien moins intéressants, résistants que des bois d'importation. Aujourd'hui, on a beaucoup de retours d'expérience qui montrent que nos bois, les bois qui sont en montagne, sont des bois qui sont de grande qualité et qui peuvent être largement utilisés en bois construction.
Il n'y a absolument aucun problème. Après, là où les pays du Nord ont été par le passé, du moins, beaucoup plus forts que nous, ou en tout cas, en fait, ils se sont structurés parce qu'ils ont beaucoup moins d'essence, ils ont des peuplements beaucoup plus homogènes, ils ont beaucoup moins de différences d'altitude qu'on peut en avoir, et du coup, ils ont vraiment structuré leur filière beaucoup plus vite que ce qui s'est produit en France, où on a une diversité beaucoup plus grande. Si on peut avoir un comparatif, en Scandinavie, il y a 3 essences principales arborescentes, donc d'arbres, là où en France, on est plutôt autour d'une centaine. Donc forcément, quand on met ça au ratio, on voit très bien que on n'est pas sur les mêmes dynamiques et sur les mêmes, sur les mêmes contraintes. Et par contre, il y a vraiment une notion importante, c'est que les bois français, les bois de nos territoires, ils ont tout à fait des qualités qui leur permettent d'être utilisés en bois construction. Merci. Il n'y a pas d'autres réactions, donc je te propose de poursuivre. Alors, c'est parti. Donc, du coup, par rapport à ce que je vous ai dit avant et tous ces enjeux des élus qui ont réfléchi sur la filière de façon globale et comment eux, ils pouvaient être un levier d'action, ils se sont dit, bah, c'est parfait, nous, en tant que maîtrise d'ouvrage public, on va demander du bois local dans nos bâtiments et c'est parti, quoi. Ça y est, on enclenche ce cercle vertueux, et ça va fonctionner. Là où ça c'est un peu compliqué, ou du moins l'étape n'était pas aussi facile que ça, c'est que en fait, une maîtrise d'ouvrage, elle doit respecter les règles de la commande publique qui sont assez restrictives à ce niveau-là. Et donc là, je vous ai mis un petit rappel de la règle des marchés publics où on va dire, 3 grands principes qui sont à respecter. Le premier, c'est la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité du traitement des candidats et la transparence des procédures. Et ces 3 enjeux-là impliquent qu'aujourd'hui, on ne peut pas restreindre la concurrence et surtout, on ne peut pas avoir une préférence à une origine géographique, que ce soit le produit ou l'entreprise qui va mettre en œuvre ce produit. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie? Toutes les mentions il y a plein de mentions qui sont aujourd'hui non autorisées dans les documents de marché, tout du moins non réglementaires. Toutes ces mentions, là, je vous en ai mis quelques exemples. Ça peut être demandé épicéa de pays, entreprise locale, la maîtrise d'ouvrage retiendra préférentiellement une offre locale. Tout ça, c'est des mentions qui sont non autorisées, tout du moins non réglementaires, et ça signifie que si elles apparaissent dans un marché, l'entreprise qui va proposer une réponse, elle peut ne pas en tenir compte. C'est-à-dire que si demande dans votre marché ou dans mon marché, j'écris « je veux du bois local », une entreprise qui répond, elle peut faire abstraction de cette mention et répondre avec du bois d'importation parce que c'est une mention qui est non autorisée dans les documents de marché. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vigilant sur ce qu'on marque et surtout, on ne pourra pas écarter une entreprise qui ne répond pas en bois local, même si on a demandé du bois local dans un marché. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention et qui peut être finalement contre-productif. Quand on a une maîtrise d'ouvrage qui a une volonté de travailler avec du bois local, il faut être très vigilant sur la façon dont on inscrit les choses dans un marché public. La règle de la commande publique, elle laisse quelques possibilités malgré tout. La maîtrise d'ouvrage, en tout cas, peut avoir des exigences particulières, que ce soit en termes techniques, social ou environnemental. Et du coup, à ce titre, exiger un label particulier qui caractérise ces attentes, comme je l'ai dit tout à l'heure, en termes techniques, social ou environnemental. Et si elle fait ça, elle est obligée d'inscrire une référence à un produit avec la mention ou équivalent. Du coup, quand les élus sont venus, on dit à la filière, nous, on veut travailler, on veut avoir la possibilité d'inscrire les bois locaux dans la commande publique, il a fallu réfléchir, en tout cas travailler sur ces possibilités qui existaient et travailler autour de ça. Il y a une expérimentation qui a été faite il y a à peu près une dizaine d'années, qui a été portée par notre fédération, et il y a plein d'autres initiatives qui ont existé et qui existent encore un peu partout en France, pour
essayer de traduire ces modalités et voir qu'est-ce qui peut être inscrit dans les marchés publics. Aujourd'hui, la solution qui a été retenue par notre réseau et qui a été retenue par le Comité de Massif des Alpes, par exemple, c'est l'utilisation des certifications. Une certification, qu'est-ce que c'est? Donc aujourd'hui, il y en a 2 qui existent, qui sont fonctionnelles, on va dire, qui sont Bois des Alpes, côté alpin, Bois des Territoires du Massif central, qui, comme son nom l'indique, est plutôt sur le Massif central. Et en cours de construction, il y a Bois des Pyrénées et Bois de Corse. Donc, l'idée de ces marques, c'est d'avoir un cahier des charges précis et qui va apporter le maximum de garanties pour la maîtrise d'ouvrage. Donc, comment ça fonctionne? Le référentiel dit que pour que, donc là, je vous ai mis l'exemple de la certification BTMC, mais ça fonctionne exactement pareil pour Bois des Alpes. L'idée, c'est il faut que le bois soit issu du Massif central, géré durablement. Géré durablement, c'est via un label PEFC ou FSC. Et ensuite, il faut que tous les maillons de la filière soient certifiés BTMC pour garantir la traçabilité du produit jusqu'au chantier, à la livraison, et que la maîtrise d'ouvrage, elle ait le maximum de garantie. C'est important de se rendre compte qu'il faut que tous les maillons soient certifiés pour que la traçabilité elle soit maintenue. Chaque année, il y a un auditeur externe qui vient auditer les entreprises pour vérifier, et l'idée, c'est de vérifier ce qui entre et ce qui sort pour être sûr qu'il y a bien une adéquation et que on suive parfaitement bien le cheminement et le process de transformation d'un produit. Si un maillon n'est pas certifié, il ne va donc pas être audité et on va perdre cette notion de entrant-sortant. Donc, c'est très important, cette notion-là de continuité pour le suivi de la matière et que tous les échelons sont certifiés. Aujourd'hui, les échelons qui vont se certifier traditionnellement, bien évidemment, c'est les scieurs, c'est les charpentiers, mais c'est aussi tous les stades intermédiaires. Il peut y avoir des négociants, des lamellistes, des menuisiers ou des fabricants de mobilier intérieur ou extérieur. Donc, l'idée, c'est que l'idée de ces certifications, c'est que les entreprises vont travailler en grappe, donc toutes certifiées, et elles vont travailler ensemble pour répondre à un projet. Aujourd'hui, ce n'est pas un groupe qui est fermé, c'est-à-dire qu'une entreprise qui n'est pas certifiée, elle peut rentrer dans la certification en respectant le référentiel de la certification et puis mettre en œuvre ensuite du bois local certifié. Ça, c'est la partie vraiment technique de qu'est-ce que c'est la certification. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué dans le schéma juste avant, c'est un bois local transformé par des entreprises locales qui vont être certifiées. Ensuite, il faut pouvoir traduire ça dans les marchés publics. Et en fait, les certifications, elles se sont construites pour que c'est pas uniquement, cette certification, elle ne porte pas uniquement sur une origine géographique, elle porte aussi sur des caractéristiques techniques du produit. Et donc, les communes forestières, quand la marque s'est créée, ont travaillé avec des juristes qui sont spécialisés dans les marchés publics pour dire comment aujourd'hui on peut traduire l'utilisation de cette certification dans les marchés de façon réglementaire vis-à-vis de la commande publique. C'est pour ça qu'ont été créés donc, les guides juridiques. Donc, il existe côté Bois des Alpes, il existe côté Bois des Territoires du Massif central. Voilà, ils sont différents dans la forme et le contenu est sensiblement le même. Et l'idée, c'est de proposer pour chaque étape d'un projet des paragraphes qui sont directement inscriptibles dans les marchés. Donc, ça se veut très opérationnel pour la maîtrise d'ouvrage et sa maîtrise d'œuvre. Des paragraphes qui vont demander du bois local certifié et expliciter quels sont les grands points d'attention. Et ça, pour toutes les étapes, c'est-à-dire la phase programme, mais aussi la phase consultation des entreprises, etc., etc. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les marchés publics, il faut mettre la mention Bois des Alpes ou équivalent. Donc, si on met Bois des Alpes ou équivalent, une entreprise qui va être certifiée BTMC pourra répondre. Et il faut aussi détailler quels sont ces critères d'équivalence.
ces critères d'équivalence, ils existent pour que une entreprise qui ne connaisse pas la certification ou qui veuille répondre sans être certifiée ait des éléments pour savoir quels sont les critères importants pour la maîtrise d'ouvrage. Ces critères-là, vu qu'on est dans la règle des marchés publics, il ne faut pas qu'ils fassent mention de l'origine géographique. Et tout le travail qui a été fait avec les juristes, c'est d'avoir des critères suffisamment restrictifs pour que les entreprises certifiées puissent répondre facilement et qu'il y ait des difficultés, que ce soit contraignant pour les entreprises non certifiées à répondre, mais suffisamment ouverts pour respecter les règles de la commande publique et de la libre concurrence. Donc, c'est vraiment un équilibre qui a été à trouver et ces critères d'équivalence, ils traduisent la technicité ou du moins l'importance qu'a d'utiliser ce schéma des certifications Bois des Alpes ou BTMC. Donc, ces critères d'équivalence, vous les avez là. Donc, il y en a, c'est les 5 principaux. L'élément central, c'est ce dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, c'est la notion de traçabilité. Il faut que les bois ils soient tracés, l'intégralité des bois soit tracée depuis la récolte jusqu'à la mise en œuvre finale. Et ça, c'est vraiment le centre du système des certifications. Il faut qu'il y ait une gestion durable des forêts. Donc, il faut que le bois et les entreprises soient certifiés PEFC ou FSC. Il faut qu'il y ait une caractérisation structurelle des bois avec un marquage CE. Il faut que les bois ils soient mis en œuvre dans le respect de la réglementation et qu'ils soient en accord avec les documents techniques qu'on utilise, qui sont les DTU. Et ensuite, dernier point qui est assez important et qui montre aussi l'aspect social sur lequel travaillent les certifications, c'est qu'il faut que les entreprises elles soient engagées dans des démarches d'amélioration continue, que ce soit en termes des conditions de travail, mais aussi des aspects environnementaux avec la réduction des impacts sur l'environnement et on va dire aller vers de la transition écologique. Donc là, je vous ai mis les périmètres parce que je ne vous les avais pas mis avant. Donc, en fait, vous avez les contours qui sont uniquement en traits. Donc ça, c'est le périmètre des massifs. Donc là, c'est des périmètres qui sont définis par arrêté ministériel. Et la matière, le bois doit être issu de ce périmètre-là. Et ensuite, ce que vous avez en couleur et qui correspondent au département dans lequel est compris ce massif, ce sont les périmètres de transformation. Donc voilà, donc vous voyez que côté Drôme et côté Ardèche, la Drôme elle est côté Bois des Alpes et puis l'Ardèche est côté Bois des Territoires du Massif central. Aujourd'hui, il y a une centaine d'entreprises qui sont certifiées. Alors là, la carte le traduit assez bien. Aujourd'hui, il y a plus d'entreprises côté Bois des Alpes, mais forcément, puisque c'est une certification qui existe depuis une dizaine d'années, alors que BTMC est beaucoup plus récente. Mais voilà, il y a une croissance qui est très importante sur BTMC et qui bénéficie du retour d'expérience de Bois des Alpes. C'est plus d'une centaine de projets qui est finalisé sur le territoire et une quarantaine de réalisations qui sont en cours. Ce qui est important aussi de savoir, qui est précisé là, c'est que en fait, ce n'est pas destiné uniquement à des petits chantiers. En fait, ça concerne toute typologie de chantier et on va jusqu'à des gros chantiers qui font plus de 1000 m3 de bois. Donc, autour de 1000 m3 de bois, il y a 2 exemples en ce moment sur la Drôme et l'Ardèche, c'est parfait. Il y a 2 collèges qui sont en construction. Il y a le collège de Saint-Donat sur l'Herbasse côté Drôme et le collège de Joyeuse côté Ardèche, où là, on mobilise, je crois, entre 800 et 900 m3 de bois. Donc, voilà, la filière locale, elle est en capacité de réaliser des gros chantiers. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, il faut savoir que les certifications, elles ont monté leur catalogue produit. Du coup, les maîtrises d'ouvrage, quand elles travaillent avec leur maîtrise d'œuvre, elles peuvent avoir connaissance des produits qui sont disponibles, des entreprises qui sont certifiées, et du coup, voilà, avoir des conceptions qui sont cohérentes avec l'utilisation voilà, des certifications, et aussi savoir, dans un marché, est-ce qu'elles vont demander ce bois-là ou pas en bois certifié.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un réseau qui est ouvert. Donc, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se certifient quand elles ont un marché. Voilà, elles connaissent la certification et elles se lancent généralement quand elles obtiennent un marché en bois certifié. Et donc, elles rentrent dans le processus. Et donc, pour vous expliquer un peu, donc les certifications, elles sont portées par des associations du même nom. Donc, il y a l'association Bois des Alpes et l'association Bois des Territoires du Massif Central. Et ces associations, elles s'occupent vraiment, elles portent la certification et elles s'occupent vraiment du lien qui peut exister les entreprises, entre les entreprises et puis la réalisation du chantier. Et puis nous, en tant que commune forestière, on va travailler plus en amont et plus avec les maîtrises d'ouvrage sur comment justement ce dont on parle aujourd'hui de façon un peu rapide, on va dire, mais en tout cas, voilà, poser les bases sur comment on inscrit le bois local dans la commande publique, comment les certifications peuvent être un levier intéressant. Et puis, après, on les accompagne dans la construction avec leur maîtrise d'œuvre, de quels produits prescrire, quelles sont les contraintes ou les non-contraintes qu'il peut y avoir sur l'utilisation de tel ou tel produit. Voilà, donc on est des associations qui sont complètement indépendantes, mais on est souvent complémentaires et on travaille très souvent ensemble pour monter les projets et puis accompagner la maîtrise d'ouvrage tout au long de la vie de son projet. Voilà, du coup, j'en ai fini avec cette partie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, avant d'aller sur les aides, il y a une question. Héloïse, est-ce que tu peux préciser la différence entre les labels Bois des Alpes et Bois des Territoires Massifs Central avec des labels plus locaux comme Bois Qualité Savoie ou Bois de Chartreuse? Alors, en fait, de façon, on va dire, juridique, il n'y a pas les mêmes existences juridiques. Bois Qualité Savoie, c'est une marque commerciale qui a été créée à l'initiative d'entreprises. Bois de Chartreuse, c'est une AOC. Il existe aussi Bois du Jura. Et Bois des Alpes et Bois des Territoires du Massif Central, ce sont des marques de certification. Dans les faits, qu'est-ce que ça change? La première différence qui va être fondamentale, notamment entre BQS et les certifications, c'est que les critères, on va dire, techniques, en tout cas qui font les fondements de la marque BQS, c'est l'origine des bois et l'origine des entreprises. Donc, on va dire que techniquement, en tout cas sur la partie origine, ça pourrait être équivalent. Par contre, sur la partie prescription dans les marchés publics, aujourd'hui, si on demande un bois BQS ou équivalent, en fait, les équivalences, si on ne peut pas parler d'origine, si on peut pas parler d'origine et de provenance, eh ben, en fait, c'est un bois, c'est un bois qui va être classé C24, etc. Donc, en fait, la différence, elle est surtout là, c'est sur la face. Est-ce qu'on peut les prescrire et contraindre les entreprises ou pas sur la réponse dans les marchés publics? L'AOC, c'est quelque chose encore un peu différent où ça intègre une autre dimension. Les AOC souvent intègrent un savoir-faire, c'est-à-dire un patrimoine. C'est-à-dire que c'est exactement comme un fromage. Dans l'AOC Bois de Chartreuse, par exemple, il y a des notions de dans quelles conditions a poussé mon arbre. Donc là, par exemple, pour l'AOC Bois de Chartreuse, il faut que ce soit des forêts qui poussent en futaie jardinier. Donc, ça restreint les peuplements. Il faut que le bois il pousse à plus de 700 mètres d'altitude. Donc, ça intègre une dimension beaucoup plus patrimoniale dans le sens, voilà, comment a poussé mon arbre, dans quelles conditions, parce qu'on considère que la chartreuse a des conditions bien particulières qui vont permettre d'avoir des arbres d'une qualité particulière. Aujourd'hui, il faut savoir que Bois des Alpes, il a des conventions avec BQS et Bois de Chartreuse, parce que l'idée, c'est pas que les gens se tirent dans les pattes, mais c'est vraiment de travailler ensemble à faire que la filière, elle soit forte et l'utilisation de bois local. Donc souvent, il y a des partenariats, il y a des entreprises qui sont doublement certifiées, qui sont et AOC et Bois des Alpes, ou et BQS et Bois des Alpes.
Et l'idée, c'est vraiment de travailler ensemble pour maximiser l'utilisation du bois local dans les marchés. Et du coup, puisqu'on est sur les comparaisons, est-ce que tu peux préciser par rapport à Bois de France la différence qu'il peut y avoir ou les liens avec BTMC et BDA? Alors, Bois de France, aujourd'hui, c'est aussi une marque commerciale où c'est des entreprises qui veulent valoriser l'origine de leur bois et leur et leur implication pour utiliser du bois local. Et c'est essentiellement aujourd'hui, en tout cas, basé sur l'origine des bois et l'origine des entreprises. Bois de France travaille aujourd'hui sur effectivement l'insertion dans les marchés publics et les critères d'équivalence technique, en tout cas, qu'ils pourraient demander pour favoriser la réponse des entreprises Bois de France. Donc, aujourd'hui, Bois de France est un outil qui est en cours de consolidation. Et donc, il va potentiellement vers un fonctionnement similaire aux certifications Bois des Alpes et Bois des Territoires du Massif central. La chose qui est importante à savoir après, dans les différences, c'est aussi la maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que par rapport à tous les enjeux qu'on a vus précédemment, si c'est un maire de la Drôme, il va être sensible à faire fonctionner les entreprises de son territoire. Et s'il utilise Bois de France, ben, potentiellement, c'est un bois normand ou un bois des Vosges qui va être mis en œuvre. Donc, en termes de réponse des enjeux et du maintien du tissu économique local, eh ben, c'est plus la même dynamique. Mais voilà, ça permet quand même d'utiliser du bois français plutôt que du bois d'importation. Aujourd'hui, Bois des Alpes, BTMC et Bois de France, on va dire, travaillent ensemble et essayent de conventionner ensemble justement pour être complémentaires. Notamment, l'idée, c'est aujourd'hui de dire, si on a des bois on fait un chantier en Ardèche, l'idée, c'est d'utiliser les bois de proximité et travailler avec les entreprises, donc on va plutôt faire du BTMC. Et pour des produits qui ne seraient pas disponibles en BTMC, eh ben, on va favoriser Bois de France plutôt que du bois d'importation. Voilà, l'idée, c'est d'augmenter en tout cas les cercles d'approvisionnement du plus local vers le plus vers le moins local, mais en tout cas en restant français et essayer d'aller de moins en moins vers l'importation. Ok, merci. Il y a une nouvelle question sur les volumes ou le ratio, est-ce qu'on le connaît, utilisé entre la construction publique et la construction privée? Alors, je n'ai pas exactement les chiffres en tête, mais il me semble qu'on est autour de 15% de commandes publiques et donc du coup le reste en commandes privées. Donc clairement, c'est indéniable que la construction privée représente aujourd'hui les plus gros volumes qui sont mobilisés. Après, l'intérêt de travailler dans la construction publique, c'est qu'il y a un véritable levier, et en tout cas, ça peut être des précurseurs sur l'utilisation pour constituer une filière, dynamiser les territoires, et après que ça fasse effet levier pour une utilisation dans la construction privée. Mais effectivement, aujourd'hui, le ratio, il est plus faible, enfin en tout cas, il est clairement déséquilibré avec une plus grosse utilisation en construction privée. Ok, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Héloïse, est-ce que tu peux reprendre la main avec la présentation, s'il te plaît? Oui. Merci. Hop. Donc, on va attaquer la dernière partie, du coup, sur les aides. Donc, aujourd'hui, les financeurs publics, ils se sont quand même saisis de l'importance d'avoir, et notamment en ce moment avec la crise sanitaire, voilà, de l'importance d'avoir des savoir-faire locaux et d'avoir une capacité de production au moins française. Et
ils ont décidé de participer, ou du moins de valoriser toutes les collectivités qui faisaient l'effort, en tout cas qui rentraient dans cette réflexion d'utiliser du bois local et encore mieux, si je puis dire, le bois local certifié. Donc, on retrouve des aides un peu à tous les échelons. Donc, il y a une première aide qui est une aide nationale et du coup qui est portée par les préfectures de département. Donc, c'est les aides DETR et des CIL. Donc, si je ne me trompe pas, c'est dotation des équipements pour les territoires ruraux et dotation de soutien à l'investissement local. Et donc là, l'idée, c'est il y a généralement un taux fixe qui est accordé pour les projets. Donc, pour la Drôme, par exemple, généralement, c'est un taux fixe de 25%. Donc, qu'on soit une école en béton ou qu'on soit une école en bois, on recevra bien cette aide de 25%. Et ensuite, il y a une bonification qui va être accordée pour les projets qui mettent en œuvre du bois local certifié, bois des territoires du Massif central, bois des Alpes ou équivalent. La Drôme et l'Ardèche, elles bonifient toutes les deux ces dispositifs et toutes les deux bonifient Bois des Alpes ou BTMC parce que la frontière, voilà, c'est deux territoires qui travaillent déjà beaucoup ensemble. Et puis, comme je vous ai montré tout à l'heure sur la carte, il y a la frontière, elle se situe entre les deux départements. Donc, voilà, c'est très proche. Donc, ce sont les deux certifications qui sont concernées. Les montants, les taux et les conditions, entre guillemets, elles sont spécifiques à chaque préfecture. Donc, pour la Drôme, il y a une bonification de 5% de la TETR sur un montant fixe de 25%, donc on passe à 30%. Donc là, si on reprend notre cas de notre école, l'école en béton, elle aura son taux fixe de 25%. Là où on a une école en bois certifiée Bois des Alpes, elle aura un taux de 30%. Sur cette aide spécifique qui est portée par la Drôme, les préfectures qui n'ont pas de compétences spécifiques en termes d'utilisation de bois local, elles ont identifié les communes forestières pour accompagner les maîtrises d'ouvrage sur ces questions-là. Pour permettre que les collectivités aient tous les éléments et l'accompagnement nécessaire pour la bonne réalisation de ce projet-là. Côté Ardèche, le taux d'aide, il va être majoré aussi via une bonification sur l'utilisation du bois local certifié. Et là, on va avoir un taux d'aide qui va pouvoir être majoré jusqu'à 40%. La condition, enfin en tout cas là où il faut être vigilant sur ces dépôts, c'est que généralement c'est 1 à 2 mois par an. Donc de mémoire, l'an dernier, le communiqué il était parvenu aux collectivités début janvier et elles avaient jusqu'à fin février pour répondre. Donc il faut être prêt parce qu'on peut, voilà, il y a pas de changement possible ou du moins de déclaration possible passer ces délais-là. Ce qui est très important aussi de retenir, c'est que les collectivités qui s'engagent là-dedans doivent être vigilantes à l'utilisation, à la formulation dans leur marché et au choix des entreprises qu'elles retiennent. On a le cas d'une collectivité en Haute-Savoie qui a demandé la bonification. Donc en Haute-Savoie, la bonification, elle est de 10% supplémentaire. Donc la collectivité passait de 300 000 euros d'aide à 400 000 euros d'aide. Donc 300 000 on va dire, de taux de base et puis 100 000 euros de subvention au titre de la bonification au Bois des Alpes, donc ce qui est quand même assez important dans le financement d'un projet. Et en fait, elle a bien inscrit dans ses marchés qu'elle demandait. Enfin non, elle avait conscience qu'il fallait demander du Bois des Alpes. Dans ses marchés, ils ont mis bois local, donc ce que je vous disais tout à l'heure. Finalement, l'entreprise qui répond est une entreprise locale, sans certification Bois des Alpes. Et du coup, c'est une collectivité aujourd'hui qui va perdre 100 000 euros de subvention parce qu'elle va perdre la bonification puisqu'elle ne respecte plus la clause d'utilisation Bois des Alpes. Donc voilà, c'est très compliqué, enfin c'est pas très compliqué, mais en tout cas ça peut être très néfaste pour une collectivité qui est engagée depuis le début de se retrouver pénalisée si près du but,
de pas avoir sa subvention. Donc, il faut vraiment être vigilant à toutes les étapes clés au niveau de du lancement des marchés, dans la rédaction des marchés, et puis après du choix de l'entreprise pour pouvoir être sûr d'obtenir la subvention. Ensuite, il y a une deuxième aide qui existe, donc là qui est portée par la région, donc le conseil régional. Donc le titre exact de l'aide, c'est un appel à projet pour la promotion de la construction en bois local. Donc là, l'objectif, c'est de valoriser les projets mettant en œuvre la ressource régionale transformée par des entreprises régionales. Donc la notion de bois local pour la région, c'est une notion régionale. Les bénéficiaires, ça peut être les collectivités, mais aussi les associations et les entreprises. Donc ça, c'est une aide qui est beaucoup plus large. Et là, l'enveloppe éligible, elle est calculée sur le montant qui va être réellement en bois local. C'est-à-dire que si on a aujourd'hui un lot bois qui est de 100 000 euros, sur ces 100 000 euros, il y en a 80% qui sont en bois locaux et 20% qui sont en bois d'origine diverse. C'est uniquement sur ces 80 000 euros qu'on va appliquer le calcul pour le taux d'aide. Donc le taux d'aide, il est de 20% plafonné à 50 000 euros. Pour les entreprises privées, il va être de 10% plafonné à 30 000 euros. Et il y a une bonification si on utilise des bois qui, aujourd'hui, on peut déboucher en construction bois, c'est-à-dire des gros bois de sapin ou des bois feuillus. Là où il faut être particulièrement vigilant, c'est ce que je vous disais dans l'introduction de cet appel à projet, c'est que la notion de bois local, c'est une ressource régionale transformée par des entreprises régionales. Donc ça, c'est pas transcriptible en l'état dans un marché public ou du moins dans la négociation avec une entreprise. Donc, nous, les collectivités qu'on accompagne et qui répondent à cet appel à projet, on leur préconise de passer par les certifications Bois des Alpes ou BTMC pour pouvoir transcrire leurs exigences dans les marchés publics. Là, au niveau du dépôt, il y a un dépôt qui va être au fil de l'eau. Les collectivités peuvent déposer leurs projets quand elles veulent auprès de la région. Généralement, ce qui est demandé, c'est que les marchés ne soient pas encore attribués. Et il y a 2 commissions qui vont attribuer les subventions qui vont être 2 fois par an. Voilà pour ces aides-là. Et enfin, il y a un dernier niveau, là qui est un niveau encore plus local. Et du coup, ce sont les programmes d'action qui sont portés par les conseils départementaux. Donc là, vous avez de la chance parce que et la Drôme et l'Ardèche ont des programmes d'action en faveur de l'utilisation du bois local et attribuent des subventions aux collectivités. Donc là encore, il y a des critères qui vont être différents. Dans la Drôme, ça va dépendre du nombre d'habitants. Et il va y avoir un taux de subvention qui va être attribué pour les projets qui vont être en bois et qui vont être majorés si on a l'utilisation d'une certification spécifique. Donc, on va passer pour les petites communes de 20 à 25% et pour les communes plus importantes de 10 à 15%. Et en Ardèche, donc là, je pense que c'est Madame Cotier qui pourra en parler mieux que moi. Donc là, il y a un bonus et qui fonctionne un peu sur le même principe. Il y a 10% si on est sur du bois local et 15% si on est sur une certification spécifique bois des Alpes, bois des territoires du Massif central ou équivalent. C'est bien ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou c'est bon pour cette aide-là? Non, j'attire l'attention sur l'importance, notamment pour les entreprises, quand elles répondent à des marchés publics et où le bois est demandé. C'est vraiment important qu'elles soient vigilantes à l'approvisionnement et à toute la chaîne pour que les collectivités ne perdent pas leurs bonus, les bonifications qu'on attribue, puisqu'on préaffecte des bonifications. Derrière, on les valide sur vérification des factures, etc. Et malheureusement, certaines collectivités, comme tu l'as présenté pour la Savoie, perdent leur bonification parce que le cahier des charges, entre guillemets, n'a pas été rempli. Et souvent, c'est des déceptions et des problèmes de trésorerie derrière. Donc voilà, bien faire attention à toutes ces notions-là.
Et la notion de local que l'on demande pour notamment la bonification de 10%, c'est bien du bois régional. Voilà. Merci pour ces précisions. Du coup, avant de passer à la suite, est-ce qu'il y a des questions spécifiques sur les aides ou pas? Ou est-ce qu'on avance? Il n'y a pas de questions sur cette partie-là. On peut peut-être... Alors, si, une question qui vient d'arriver. Quel est le coût complet approximatif du dispositif de certification rapporté à 1 mètre cube de bois scié, si tu as la réponse, et quel est le volume annuel actuellement certifié et vendu? Alors, aujourd'hui, je ne pourrais pas vous donner un coût complet rapporté au mètre cube, parce que c'est généralement un coût qui est assez fixe, en fait, pour les entreprises, qui va légèrement varier en fonction de la taille de l'entreprise. Aujourd'hui, on considère à peu près que pour se certifier, il faut à peu près compter 1 500 € de coût de la certification. Et à peu près, on va dire, 2 à 3 mois pour voilà, valider entre la première intention et l'obtention du certificat. Donc, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, comme je disais, qui obtiennent un chantier et qui engagent le processus de certification à ce moment-là. Comme ça, quand elles commencent les travaux, souvent, voilà, elles ont leur certification et puis le chantier se déroule normalement. Et après, chaque année, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un audit et le renouvellement de la certification. Et là, il faut compter autour de 700 €. Donc, c'est difficile de ramener au coût d'un mètre cube parce que, en fait, finalement, ce coût-là, il va être assez fixe entre un gros transformateur et un petit transformateur. Donc, le coût au mètre cube, il va voilà, varier selon la typologie, la taille et le volume transformé par l'entreprise. Le volume actuellement certifié et vendu, je crois que sur Bois des Alpes, on est autour de 15 000 mètres cubes de Bois des Alpes qui ont été mis en œuvre depuis le début des chantiers, tout du moins depuis que, enfin en tout cas des chantiers qui passent sous nos radars. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des chantiers qui sont en Bois des Alpes portés par des maîtrises d'ouvrage privées que nous, on ne suit pas et du coup dont on n'a pas les valeurs. Mais voilà, aujourd'hui, les projets qu'on a suivis en Bois des Alpes, ça représente à peu près 15 000 mètres cubes. Et sur Bois des Territoires du Massif central, il me semble qu'on est autour de 2 500 mètres cubes. Voilà, et c'est en constante augmentation d'année en année. Ok, merci. Il y avait une petite demande d'avoir une synthèse, un résumé sur toutes ces aides avec un exemple d'un projet, par exemple à 100 000 € en Drôme et en Ardèche. Vous aurez le diaporama, donc avec le récapitulatif de tout ce qui a été présenté. Je ne sais pas si tu veux compléter, du coup. Oui, alors s'il faut que je fasse le calcul, je vais vous le faire en direct. Mais en tout cas, ce qui est important de savoir et que je n'ai pas précisé, c'est que toutes ces aides, elles sont cumulables. Dans la limite de l'obtention de 80% de subventions attribuées pour la collectivité. Mais en tout cas, les dispositifs ont été créés pour être cumulables. Si on part d'un projet à 100 000 €, si du coup, ça fait beaucoup d'hypothèses. Mais si on part du principe que le chantier, enfin le lot bois, en tout cas le lot en bois local, il couvre 30%, ce qui est souvent à peu près le cas. Donc c'est un lot qui représente 30 000 €. Donc avec l'appel à projet régional, on va avoir 20% de 3 000 €. Et si je ne me trompe pas, ça représente 6 000 €. Si on fait via le dispositif DETR, donc qu'on est dans la Drôme avec un projet certifié BTMC, on va passer de 25% d'aide à 30% d'aide qu'on va appliquer sur les 100 000 €, donc 30 000 €.
Et si on fait l'aide du conseil départemental, alors là, il faut que je reprenne l'aide parce que je maîtrise moins. Est-ce que je peux faire revenir en arrière? Oui. Si on fait sur l'aide du conseil départemental et qu'on est sur une grosse commune, on va être à 15% d'aide, donc 15 000 euros. Donc, si on combine les trois et que je ne me suis pas trompée en termes de calcul, on est à 51 000 euros de subventions qui vont être attribués dans le cadre de ce projet et avec l'utilisation des bonifications sur les bois locaux certifiés. Voilà, mais effectivement, je pourrais redétailler le calcul. Toutes vos questions, quand on vous enverra le diapositif, on vous présentera aussi, on répondra à toutes les questions ou celles qu'on a pu oublier. Et puis, je vous redétaillerai le calcul sans faute de, de calcul si j'en ai fait là. Je crois qu'il y a Clément qui a levé la main, qui voulait parler, Clément Blasco de BTMC. Est-ce que Clément? On t'entend de loin, mais on t'entend. On t'entend très mal, Clément. C'est simplement pour appuyer les propos d'Héloïse sur l'importance. On n'entend pas du tout, Clément. Peut-être, Clément, tu peux marquer dans le chat et puis on retranscrit tes propos à l'oral. Je pense que ça sera plus audible. Très bien. Ok. Du coup, je reprends les questions. Je pense que il y a pas mal de réponses qui ont été apportées aux différentes questions dans la conversation. On va laisser Clément Blasco s'exprimer. En attendant, est-ce que du coup, on peut présenter l'exemple de Château Double? Oui, bien sûr. Alors, pour le projet de Château Double, c'est Monsieur le maire qui va vous en parler directement parce que c'est le plus concerné ou du coup le plus au cœur du sujet. Donc, Monsieur Bélier, si vous êtes là, je vous invite à prendre la parole et puis à présenter vos projets, puisqu'il y a quand même plusieurs projets sur la commune qui ont été faits en bois certifié. Voilà, votre démarche et voilà, vous nous parlez de votre retour d'expérience. Je ne vous entends plus. Est-ce que vous nous entendez là, c'est bon ou pas? Voilà. Nous, on vous entend. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Je peux commencer? Oui, Monsieur Bélier, vous pouvez commencer. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je n'ai pas de retour. C'est bon? Alors, je suis désolé parce que le son que je reçois est très entrecoupé. Alors, j'espère qu'il n'en sera pas de même parce que moi, je vous entends que par moment. Alors, je ne sais pas si ça vient de ma ligne assez hachée. Donc, j'espère que ce que je vais dire ne sera pas de la même façon. C'est bon là? Bon. Alors, moi, je suis le maire de Château-Double, une commune de 600 habitants, 1750 hectares. On est une commune située dans la Valence Romain agglomération et nous, on est au pied du Vercors, si vous voulez, en limite des premières collines du Vercors. Donc, la commune, c'est moitié. La moitié de la commune est boisée. Donc, je dois dire que ce n'est pas du bois d'œuvre, hein, c'est du bois qui est
qui est peu valorisable et qu'on exploite peu, c'est un peu dommage. Toutefois, on est quand même très sensible aux atouts du bois parce que depuis 2004, on a une chaufferie au bois qui fonctionne et qui chauffe l'école, la salle des fêtes, enfin, quelques autres bâtiments communaux. Donc là, récemment, donc on a construit 2 projets, une bibliothèque avec un préau et une salle des fêtes. Donc pour cette bibliothèque qui fait 110 mètres carrés et un préau qui fait 90 mètres carrés, on a demandé à l'architecte de favoriser la construction bois. Donc pour cette bibliothèque, c'est une ossature bois, c'est essentiellement du bois. D'ailleurs, 30% un petit peu du coût global de cette bibliothèque, c'est le bois. Donc, mais bon, c'est un choix qu'on a fait. Globalement, on peut estimer que le coût supplémentaire pour l'utilisation du bois, c'est peut-être 5-10%, mais avec le supplément subvention bois du département, je pense que ça compense bien cette augmentation. Donc, la construction est finie, on la voit sur la photo. Donc, c'est un bâtiment qui nous donne entière satisfaction, qui est chaud et on voit beaucoup de bois. Et pour nous, c'est une construction réussie. Pour le deuxième projet, c'est une salle des fêtes rénovée. Donc là, c'est un peu différent parce qu'on a plutôt choisi une construction mixte, disons qu'on a allié maçonnerie et bois. Donc là aussi, il y a aussi comme un peu débardage bois. Il y a eu une petite extension qui était entièrement en bois, charpente bois évidemment, bois local. Bien. Là, c'est du bois des Massifs centrales. Donc ce bâtiment est fini, on va peut-être pas en voir à l'intérieur, mais c'est bien, la vue du bois est agréable et nous, on est très satisfaits de cette construction, de cette utilisation. Financièrement, ces 2 projets pour la bibliothèque et le préau, c'est avec la maîtrise d'œuvre, c'est environ 500 000 €. Et pour la salle des fêtes, 650 000 €. Avec toutes les subventions qu'on a pu avoir, on a été subventionné par le département, un peu l'agglo, un peu la région aussi qui était intervenue, voilà. Et une aide supplémentaire de 20% sur le lot bois. Donc le lot bois était très important puisqu'il représentait plus de 30% du budget global. Donc ça, je pense que ça compense bien le surplus de coûts de construction avec le bois. Et pour la salle des fêtes, c'est un peu moindre parce qu'on a moins utilisé le bois. Donc c'est vrai que tout à l'heure j'ai entendu, quand même, je n'ai pas tout entendu, mais j'ai entendu des volumes de bois très importants. Pour nous, comme c'est des petites constructions, c'est 25-30 mètres cubes de volume de bois qui ont été utilisés pour nos 2 bâtiments. Voilà. Alors, je ne sais pas si s'il y a d'autres questions, s'il y a des précisions que je peux apporter, si j'ai un retour de votre part. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui. Est-ce que vous avez eu des contraintes particulières à utiliser du bois local? Est-ce que ça a été facile de travailler avec votre maîtrise d'œuvre? Est-ce que vous avez sélectionné une maîtrise d'œuvre spécialisée dans le bois ou pas forcément? Est-ce que ça s'est finalement fait assez simplement? Non, la maîtrise d'œuvre, oui, quand on l'a choisi, on lui a demandé s'il était capable. Évidemment, dans le choix s'il utilisait le bois, s'il était d'accord pour utiliser le bois, quoi, c'était une condition. Voilà, c'était un avis favorable, donc on a travaillé pour avoir plus de bois, et notamment sur la bibliothèque, oui. Oui, ça a été une volonté dès le départ.
Et aujourd'hui, enfin, vous avez déjà fait 2 projets, si vous aviez encore un projet, est-ce que finalement le bois, c'est encore quelque chose Ah oui, qui vous absolument, oui, convainc? oui, oui, on a encore quelques petits projets. Bien sûr qu'on favorisera le bois, oui, c'est clair. Ben, on est dans un environnement boisé, on utilise le bois, enfin, puis on utilise pas mal le bois, donc oui, on est tourné vers le bois, assurément, oui. Et du coup, dans les prescriptions au niveau des marchés publics, vous l'avez traduit par un label, une demande spécifique? Et oui, on a demandé que l'entreprise soit certifiée pour utiliser un bois certifié. Toutes les entreprises ne sont pas qualifiées quoi, pour utiliser le bois certifié. Donc, on a choisi, mais je crois que c'était dans comment, les conditions du marché, que l'entreprise qui répond au marché soit qualifiée pour le bois, oui. Quel est le logo, je crois que c'est, je ne sais plus voilà. Quelle est la certification pour utiliser le bois certifié? Du coup, pour répondre, effectivement, moi, j'ai consulté les marchés. C'est bien une demande qui avait été faite en bois des Alpes ou équivalent. Alors, Et oui, l'entreprise qui a eu le je marché, c'est une vous entreprise. entends par moment, oui, 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 oui. Et du coup, c'est une entreprise qui est certifiée BTMC qui a Ah oui, fait il les 2 faut, il projets. faut quand même les parts, ouais. Et c'est pas en cours de construction qu'on. Apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Monsieur Bélier, est-ce que vous souhaitez compléter? C'est l'autre exemple. Moi, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être passer au projet suivant. Merci beaucoup, Monsieur Bélier, Je vous en prie, je suis à votre disposition pour d'autres questions. Merci beaucoup pour la présentation. Merci beaucoup, en tout cas, oui, pour votre intervention et puis pour vos projets. Nous, enfin, on a décidé de vous présenter ce projet-là aussi parce que c'est une petite collectivité et ils ont déjà fait 2 projets. Et voilà, c'est vraiment un choix. Et ça montre aussi que pour des petits projets, quelle que soit la taille de la collectivité, il y a la possibilité d'intégrer du bois certifié dans ces marchés et voilà, et d'avoir des utilisateurs qui sont convaincus et contents de leur bâtiment. Donc, je vais vous présenter du coup un autre projet qui est le projet d'Issa Moulin, qui est du coup côté Ardèche. Donc, suite à un empêchement de Monsieur le maire, il n'a pas pu être là ce soir. Donc, c'est un projet, c'est un petit projet aussi qui est une salle communale culturelle et associative. Donc, c'est un peu une salle multifonction. Et donc le bureau d'études, enfin le bureau d'architecture qui a travaillé sur ce projet, c'est Monsieur Cuche, qui est basé à Privas, donc aussi en Ardèche. Et donc là, la réflexion, elle s'est inscrite assez rapidement la maîtrise d'ouvrage a montré une volonté assez rapidement d'utiliser du bois local dans ces marchés. Donc nous, on a été mis via Fibois en relation avec l'architecte et la maîtrise d'ouvrage pour les accompagner, pour traduire ces exigences-là dans les marchés publics et donc intégrer la certification BTMC. Donc là, le projet, c'est un projet qui est tout en Douglas. C'est uniquement du bois massif et c'est donc ossature et charpente bois. Donc, c'est un projet qui fait 200 mètres carrés, qui, hors taxe, a coûté 250 000 euros avec un lot bois à 115 000 euros. Voilà, la volonté, elle était forte dès le début d'utiliser du bois local. Ils sont passés via la certification BTMC. Ça a été traduit dans les marchés
par l'utilisation du guide juridique que je vous ai présenté tout à l'heure. Et l'entreprise qui a été retenue, c'est une entreprise qui est certifiée BTMC. Donc là, vous avez des photos ce printemps. Donc le chantier n'était pas encore fini. Je n'ai pas de photos à vous montrer du chantier qui est aujourd'hui livré. Donc où tout s'est bien passé. Et là, la collectivité, elle a aussi demandé des aides. Donc elle a demandé l'appel à projet régional. Donc elle a pu bénéficier de 30% d'aide. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a 20% minimum bonifié à 30% s'il y a l'utilisation d'essence spécifique. Donc là, on ne voit pas, mais il y a du gros bois de sapin qui a été utilisé, donc qui a permis d'avoir la subvention à 30%. Et ils ont aussi eu une aide du conseil départemental de l'Ardèche via le pass territoire. Donc là, la dynamique, c'est vraiment de maximiser l'utilisation du bois et de mettre voilà, du bois partout là où c'est pertinent. L'objectif aussi, c'est que les utilisateurs puissent avoir connaissance voilà, des choix qui ont été faits et le bois, il va rester visible, toute la charpente va rester visible. Il y a aussi du bois en extérieur, justement pour montrer l'implication de la collectivité voilà, dans des choix d'utilisation du bois et du bois local. Voilà, je pense que c'est un peu ce qu'on peut dire sur ce projet. En tout cas, nous, dans l'accompagnement qu'on a eu avec eux, c'est vraiment des échanges qui sont, alors pour pas dire permanents, mais en tout cas fréquents. Voilà, il y a une question de est-ce que c'est possible d'avoir tel produit en BTMC? Oui, non. Là, comment on prescrit? Est-ce qu'on peut ajuster? Quels sont les délais, les surcoûts? Voilà, il y a eu la question, par exemple, est-ce qu'on met du bois lamellé collé ou est-ce qu'on fait tout en massif? Ils ont vu que les délais étaient potentiellement un peu plus longs sur le bois lamellé collé, et donc ils ont dit on reste tout en massif et on fait une conception pour avoir que du bois massif. Et du coup, ça donne le rendu qu'il y a là aujourd'hui. Voilà, c'est des échanges qui sont co-construits. On les a aussi accompagnés pour demander les subventions sur des aspects des fois un peu plus techniques ou sur comment justifier tel aspect. Et puis, quand les marchés sont sortis, ou du moins juste avant qu'ils sortent, nous, on a relu pour vérifier que ce soit bien en adéquation et que les entreprises puissent répondre de façon optimale. L'association Bois des Territoires du Massif Central s'est fait le relais quand les marchés sont sortis auprès des entreprises certifiées pour les inciter à répondre. Et puis, au cours de la vie du chantier, on avait des échanges réguliers avec l'architecte pour savoir si tout se passait bien, s'il y avait voilà, des enjeux spécifiques. Et puis, l'association BTMC a pu se faire le relais avec les entreprises et la maîtrise d'ouvrage s'il y avait des questionnements relatifs particuliers à la certification BTMC. Voilà. Aujourd'hui, c'est un projet qui est livré, tout s'est bien passé, ils ont eu aucun retard. Ça s'est fait à une période un peu compliquée parce que période Covid, mais pour le coup, sur ce chantier, ils n'ont pas eu de contraintes spécifiques, ni de retard, ni d'arrêt vraiment important qui leur a permis aujourd'hui, à l'heure actuelle, d'utiliser le bâtiment. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions sur ce projet spécifiquement ou pas. Voilà, c'est un projet pareil qui utilise 35 mètres cubes de bois, donc c'est pas énorme par rapport aux 1000 mètres cubes dont on parlait tout à l'heure, mais voilà, c'est un projet qui est tout bois, donc ça traduit quand même d'une certaine importance. L'idée à travers la présentation de ces deux projets, c'était de montrer qu'il était possible de mettre du bois local et certifié dans des projets de plus petite envergure, comme dans des gros projets de construction de collèges qui ont été cités tout à l'heure, et que c'était tout à fait faisable et que les maîtres d'ouvrage, du coup, et maîtres d'œuvre peuvent intégrer ces contraintes, entre guillemets, dans leur marché public. Voilà, et que ça se fait très bien avec du bois local. Alors, il y a deux questions. Une qui concerne les subventions, comment les mairies sont mises au courant des aides disponibles.
Donc, côté département de l'Ardèche, là, je peux répondre puisqu'on a un petit guide qui a été élaboré sur les aides apportées dans le cadre du bois, donc qui ont été envoyés aux communes l'année dernière lorsque les nouveaux élus ont pris leurs fonctions. Et puis chaque année, dans le cadre du dispositif qui accompagne les communes, les subventions sont mentionnées. Voilà. Et je pense que c'est un peu la même chose pour le dispositif de l'État qui est relancé chaque année. Voilà, je pense que les communes forestières sont là aussi pour accompagner les communes dans ces dispositifs et les orienter correctement lorsqu'elles sont à la recherche de subventions pour leurs projets. Oui, c'est exactement ça. Au niveau de la DETR et de la DSIL, normalement, tous les maires du département reçoivent le communiqué, alors soit par voie courrier, soit par voie mail, chaque année au moment du lancement de la campagne de l'année en cours. Ensuite, aujourd'hui, il n'existe pas ou peu de synthèse globale de toutes les aides qui existent à destination. C'est vraiment aux collectivités un peu d'aller fouiller, entre guillemets. Nous, effectivement, en tant que de commune forestière, sur le territoire Aura, tout du moins, on essaye de faire de la veille. Là, par exemple, actuellement, avec le plan de relance, des appels à projets qui sortent ou des appels à manifestation qui pourraient avoir une conditionnalité sur le bois local. Donc nous, en interne, on travaille, les élus qu'on accompagne, enfin, en tout cas nos élus adhérents, on leur a fait un tableau qui recense toutes les aides qui existent département par département et soit celles que je vous ai présentées aujourd'hui et puis sur les autres départements de la région, qui synthétisent toutes les aides. Mais aujourd'hui, il n'existe pas de site internet, que ce soit de l'État, des départements ou quoi que ce soit, qui présente l'intégralité des aides mobilisables pour les collectivités. Mais en tout cas, s'il y a des questions sur les aides et notamment les aides bois locales, là, on peut vous apporter des réponses. Donc, vous avez le lien pour l'association des communes forestières ardéchoises également qui a été mis dans la discussion. Il y a le pendant côté Drôme pour les questions relatives à ces aides, entre autres. Mais les aides sont réactualisées chaque année, revotées chaque année. Donc, le document nécessite une réactualisation permanente. Là, c'est aux communes de se tenir informées, effectivement. Il y a une question qu'on n'a pas évoquée qui concerne si on précise BTMC ou équivalent, puis Bois de France, comment on l'inscrit dans le cadre des marchés? Alors, aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, c'est que Bois de France, il est en train de se structurer et aujourd'hui, il n'y a pas d'écriture, en tout cas, spécifique pour rentrer dans ce processus-là. On peut pas encore écrire dans les marchés publics pour tel produit, on choisit BTMC et pour tel produit, on demande Bois de France. C'est aujourd'hui sur quoi travaillent les certifications et Bois de France pour l'avenir. Donc, c'est en cours de construction. On espère que ça va aboutir fin 2021 ou du moins 2022 pour pouvoir donner aux collectivités tous les outils pour travailler au maximum en bois local puis en bois français. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est encore pas possible, mais c'est des perspectives à court terme. Il y a une nouvelle question qui concerne la gestion des bois. En fait, dans quelle mesure les bois des territoires ne sont-ils pas envoyés prioritairement à l'export, notamment pour alimenter la relance? Je ne sais pas si tu as les éléments de réponse. Alors aujourd'hui, les entreprises, aujourd'hui, c'est compliqué de savoir ce qui part à l'export ou pas. Enfin, en tout cas, il y a une notion d'offre et de demande. L'export est très attractif parce qu'il y a des coûts, notamment les Chinois, sur l'achat du chêne qui sont très attrayants. Et puis, du coup, le vendeur, aujourd'hui, décide à qui il veut vendre. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, notamment sur les forêts publiques via l'ONF, pour justement essayer de réduire, en tout cas, la part de bois qui va partir directement à l'export pour favoriser
l'utilisation en interne. Et après, il y a des entreprises de nos territoires qui travaillent beaucoup à l'export et qui ont des filières favorables et qui, du coup, aujourd'hui, décident de travailler à l'export. Après, voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se construire aujourd'hui, mais c'est compliqué. C'est des décisions politiques au niveau politique national qui sont aujourd'hui en cours de réflexion. Il n'y a pas d'autres questions. J'espère que tout a été clair. Ah, peut-être une dernière. Voilà, au niveau ONF, il y a une petite réponse. Les bois des forêts publiques sont toujours proposés aux scieurs locaux via appel d'offres au contrat bois façonné et l'export potentiel des clients acheteurs est tout à fait marginal. Voilà, pour compléter les propos. Donc, comme on vous le précisait, le diaporama vous sera envoyé. Vous y retrouverez toutes les coordonnées à la fois des chargés de mission des départements de l'Ardèche et de la Drôme, mais également les coordonnées d'Héloïse Allais qui fait toute cette présentation pour des renseignements complémentaires. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie tous pour votre écoute et les questions, les échanges qu'il y a pu y avoir, en espérant que cette intervention, ce webinaire vous a apporté des clés de compréhension et des réponses sur le sujet. Donc, le cycle de ces 3 webinaires se termine. Donc, au nom des départements de l'Ardèche et de la Drôme, nous espérons vous retrouver en 2022 en présentiel, si possible, peut-être poursuivre nos réflexions et nos actions dans le cadre de futures assises, si on peut les réaliser. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir, à bientôt. Merci à ceux qui ont présenté.